Le 30 mars 2017, Angelo Garant, un voyageur de 37 ans, est tué par une unité du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. 6 mois plus tôt, Angelo avait obtenu une permission de sortie du centre pénitentiaire de Vivonne, où il était incarcéré pour des délits mineurs. N'ayant pas regagné la prison à la fin de sa permission, un mandat d'arrêt est émis à son encontre. Angelo Garant est finalement localisé sur la propriété de ses parents, à Seurre, près de Blois dans le Loir-et-Cher. À 12h45, le 30 mars, 15 agents du GIGN investissent les lieux. 6 membres de la famille Garant sont immédiatement immobilisés par les gendarmes. Angelo se réfugie au fond d'une remise, à cet endroit. C'est là qu'il trouve la mort, 1 minute plus tard. Dans les jours après sa mort, la presse qualifie Angelo de gitan en cavale. Les gendarmes impliqués affirment qu'Angelo était dangereux et qu'il brandissait un couteau. Ils justifient sa mort en invoquant la légitime défense. Contestant cette version, les proches d'Angelo, menés par sa sœur Aurélie, créent un collectif et organisent des rassemblements tous les mois. L'enquête officielle dure moins de 2 ans. Les juges d'instruction rendent une ordonnance de non-lieu en octobre 2018, ce qui signifie qu'aucun des officiers du GIGN ne saurait être tenu pour responsable. Cette décision est confirmée en appel en février 2019. À l'été 2020, malgré la mobilisation des proches et une contre-enquête publiée sous le titre « Mort d'un voyageur », la Cour de cassation confirme à nouveau la décision de non-lieu. Fin 2021, Aurélie sollicite le GIGN pour réaliser une nouvelle contre-enquête pour nous permettre de visualiser les lieux du crime et de prendre à témoin la société. Nous avons procédé à une reconstruction en 3 dimensions de la remise en s'appuyant sur les preuves présentes dans le dossier judiciaire. Les mesures et les photographies prises par les enquêteurs de la gendarmerie sur les lieux du crime et la reconstitution sur place au lendemain des faits ont été incluses. Cela nous a permis de localiser et de modéliser les objets couverts de sang et le corps d'Angelo. La cartographie des projections de sang indique que les coups de feu ont été très probablement tirés dans la partie centrale de la remise, où la concentration des traces de sang est la plus importante. Nous avons noté que plusieurs objets ont été déplacés après l'incident, y compris le meuble en bois comportant des traces de sang visibles. Ce constat a été confirmé lors de la reconstitution de l'événement par l'un des gendarmes, mais n'a pas été repris dans l'enquête de gendarmerie. Nous avons ensuite procédé à une reconstitution en 3D des déclarations des gendarmes. D'après les témoignages, l'agent A est entré dans la remise en premier. Il a déclaré qu'Angelo était calme lorsqu'il l'a trouvé. Les agents B, C, E et D l'ont suivi. Selon les témoignages, les agents A et E étaient les plus proches et auraient tenté de saisir Angelo, mais celui-ci a alors brandi un couteau. Les témoignages ne précisent pas comment Angelo a enjambé les obstacles devant lui, mais face à son avancée, les gendarmes déclarent qu'ils se sont mis en retrait. Un premier tir de taser aurait été déclenché depuis la gauche d'Angelo, donc supposément par l'agent E. Puis un second tir de taser aurait été déclenché depuis la droite d'Angelo, donc par l'agent A. Les gendarmes déclarent que les impulsions électriques n'auraient pas eu l'effet escompté et qu'Angelo aurait alors commencé à les attaquer armé de son couteau. Cette menace à l'égard de l'agent A aurait justifié l'ouverture du feu. L'agent B déclare qu'il a tiré à plusieurs reprises, mais affirme ne pas savoir combien de balles il a tiré. Heurté au menton par quelque chose après une première salve de tir, il aurait ensuite tiré une seconde salve alors qu'il tombait au sol, et avant de perdre connaissance. L'agent D déclare avoir ouvert le feu dans un second temps, à la fois pour protéger l'agent A de l'attaque, et parce que l'agent B était projeté au sol. Les agents déclarent qu'à ce moment-là, Angelo est tombé sur le vélo, le renversant, et que l'agent A l'aurait accompagné dans sa chute. Dans la partie suivante de l'enquête, nous avons confronté la version des gendarmes au rapport balistique, à l'autopsie et à la reconstitution spatiale des lieux. Les gendarmes décrivent la réaction d'Angelo au taser comme étant très légère et inefficace. Ces déclarations sont utilisées pour justifier l'ouverture du feu immédiatement après le taser.
La radiographie du corps localise 3 ardillons de taser sur le corps d'Angelo. La distance entre les ardillons sur le côté gauche du corps est d'environ 20 cm. Le 3e ardillon indique qu'un des tirs du taser a échoué. Des diagrammes rendus publics par les fabricants du taser permettent d'établir avec précision la distance de tir à partir de l'écart entre les ardillons à leur point d'impact. Par conséquent, la distance des agents A et E lors des tirs de taser est de 130 à 150 cm d'Angelo. L'expertise démontre que la chronologie des tirs de taser est inversée par rapport à celle décrite par les gendarmes. L'agent A a effectué le tir de taser défectueux en premier, suivi par le tir de taser de l'agent E, qui a eu l'effet escompté. Il est important de noter que cette contradiction dans les témoignages n'a pas été prise en compte dans l'enquête judiciaire. La reconstitution matérielle de ces éléments de preuve nous permet d'obtenir une évaluation plus fine des positions des gendarmes et d'Angelo au moment du déploiement du taser et juste avant que les premiers coups de feu ne soient tirés. Au total, 8 étuis percutés ont été documentés sur le site. 4 projectiles sont retrouvés à l'intérieur du corps d'Angelo et un 5e dans la ceinture de son pantalon. Sur la base des radiographies et photographies fournies par l'autopsie, nous avons pu cartographier les trajectoires des tirs à l'intérieur du corps d'Angelo. Les preuves établissent que les coups de feu ont pénétré dans le corps d'Angelo de l'avant vers l'arrière et de haut en bas. 2 tirs viennent de la gauche d'Angelo et 3 de sa droite. Compte tenu de ces paramètres et des témoignages des agents déclarant qu'ils étaient debout au moment d'effectuer la plupart des tirs, voici les positions des tireurs vis-à-vis d'Angelo au moment des tirs jaunes, verts et bleus et violets. Bien que le tir vert ait un angle vertical similaire aux autres tirs, il est entré dans le corps d'Angelo depuis son côté gauche. Le tir violet est entré dans le corps d'Angelo depuis son extrémité gauche. L'angle vertical du tir orange indique qu'il a été soit tiré par l'agent B alors qu'il était debout et qu'Angelo était considérablement penché vers l'avant, soit alors que l'agent B était au sol et qu'Angelo tombait la tête la première. Cette possibilité est confirmée par le témoignage de l'agent B. Le rapport balistique établit la distance des tirs entre 50 et 70 cm. La chronologie générale des événements est basée sur l'heure du déclenchement du premier taser, à 13h 5 minutes 45 secondes, et sur l'appel téléphonique passé au service d'urgence à 13h07. La durée de la séquence n'est que de 1 minute et 15 secondes. D'autres gendarmes et témoins à l'extérieur de la remise ont décrit les tirs comme s'étant déroulés dans un laps de temps très court. Il est donc vraisemblable qu'Angelo tombait continuellement alors qu'on lui tirait dessus. Ici, nous avons réorganisé l'ordre des tirs pour qu'il corresponde à la position du corps d'Angelo lorsqu'il tombe. Les angles des trajectoires s'alignent sur les positions des armes. Les tirs verts et jaunes auraient eu lieu probablement en même temps. Le tir bleu aurait eu lieu après un laps de temps très court, avant ou après la séquence de tirs jaune-vert. Le tir violet se serait produit avant ou après la séquence jaune-vert-bleu. Le tir orange aurait très probablement été le dernier. L'analyse approfondie des tirs apparaît nécessaire pour affiner leur chronologie et mettre en lumière les contradictions qui apparaissent dans le dossier judiciaire. Afin d'analyser la séquence des tirs, nous avons testé 3 hypothèses. Hypothèse 1, le tir violet a été effectué en premier. La trajectoire suivie par le tir violet est décrite comme superficielle, très proche de la peau et n'occasionnant aucune lésion traumatique importante. Bien que le tir violet ait un angle vertical similaire à celui des autres tirs effectués par l'agent B, il a touché le côté extrême gauche d'Angelo, ce qui n'est pas le cas des autres. Étant donné que le tir orange a très probablement été effectué en dernier par l'agent B et en supposant que le tir bleu a suivi la paire vert-jaune, il est peu probable que l'agent B effectue le tir jaune et bleu vers le côté droit d'Angelo, puis le tir violet vers son côté gauche, avant de tirer à nouveau le tir orange sur son côté droit. Il est donc fort probable que le tir violet ait été effectué avant tous les autres tirs. Hypothèse 2. L'agent D n'était pas en légitime défense lorsqu'il a ouvert le feu. L'enquête judiciaire considère que le tir de l'agent D se justifie par son état de légitime défense. L'agent D a déclaré en effet avoir tiré parce que l'agent B était projeté au sol. Pourtant, comme le montre l'analyse spatiale des trajectoires,
il est probable que les tirs verts et jaunes aient été tirés en même temps et avant le tir orange de l'agent B. Au cours de ses auditions, l'agent D a déclaré qu'il n'a pas vu le couteau, qu'il ne sait pas pourquoi l'agent B a été projeté en arrière, qu'il ne s'est pas senti en danger. Pour ces raisons, il est fortement probable que l'agent D n'était pas en état de légitime défense lorsqu'il a ouvert le feu. Hypothèse 3. Les tirs violets et verts ont été tirés tous deux par l'agent D. Nous avons établi que selon toute vraisemblance, les tirs violets et verts ont été effectués du même côté. Il apparaît dans le rapport balistique que la balle correspondant au tir vert a été comparée à une autre balle retrouvée dans le corps d'Angelo, correspondant au tir bleu, alors que toutes les autres sont comparées à de nouvelles balles tirées avec l'arme de l'agent B. Par ailleurs, le projectile correspondant au tir vert est placé dans un même scellé et porte ainsi le même numéro de scellé que tous les autres trouvés dans le corps d'Angelo. Enfin, toutes les balles retrouvées dans le corps d'Angelo sont attribuées à l'arme de l'agent B. Compte tenu de ces éléments et de la similitude de l'angle horizontal des tirs verts et violets, nous avons étudié l'hypothèse selon laquelle l'agent D a effectué le tir violet en plus du tir vert. En effet, si l'agent D se tenait à l'endroit décrit par lui-même et ses collègues, il pouvait aisément tirer sur Angelo juste après les tirs de taser et avant que l'agent B ne tire son premier coup de feu. Au regard de l'analyse spatiale et de l'absence d'analyse balistique probante du projectile de l'agent D, le scénario selon lequel celui-ci aurait effectué successivement les tirs violets et verts est probable. Ces trois hypothèses ne sont contredites par aucun élément de l'enquête judiciaire. Pour autant, aucune d'elles n'a été envisagée par les juges d'instruction. Toutes ces hypothèses mettent en doute le fait que les agents impliqués dans la fusillade aient agi en état de légitime défense. Les gendarmes affirment que leur tir était justifié par la présence d'un couteau dans la main d'Angelo. Pourtant, rien dans l'instruction n'atteste la présence de ce couteau. Selon leur déclaration, le couteau se trouvait très proche du cou de l'agent A et ses collègues disent avoir vu des mouvements de lame dirigés contre lui. Néanmoins, dans le certificat médical de celui-ci, aucune trace n'a été trouvée sur la partie supérieure de son corps. De plus, durant son interrogatoire, l'agent D dit n'avoir jamais vu de couteau dans la main d'Angelo. Le seul lien spatial entre la main d'Angelo et le couteau est établi lors de la fixation de la scène après les tirs. En effet, dans les photographies prises après les faits sur la scène de crime, le couteau apparaît au sol dans le prolongement de la main d'Angelo. Cependant, selon les agents, il est tombé sur le vélo ici. Les gendarmes l'ont pourtant déplacé ici de leur propre aveu. La modification de la scène de crime et les déclarations des gendarmes remettent donc en question le fait qu'Angelo ait tenu le couteau. Par conséquent, rien dans l'enquête judiciaire ne permet d'établir formellement qu'Angelo brandissait un couteau au moment de l'ouverture du feu. Notre contre-enquête remet ainsi en cause 1. La position des gendarmes. 2. La chronologie des tirs. 3. La position d'Angelo et la menace qu'il représente. 4. La présence du couteau. En conclusion, nous soutenons très fortement qu'aucun des tirs n'a été effectué en état de légitime défense.